Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur un émetteur-récepteur QPSK avec la radio logicielle SDR Adam Pluto et avec le logiciel Simulink. L'objectif de cette vidéo est essentiellement de vous présenter une chaîne de transmission complète en se focalisant sur les problématiques de synchronisation au niveau du récepteur. Pour bien comprendre la vidéo, vous devez avoir les prérequis suivants: connaître les modulations numériques ASK, PSK et QM, allure temporelle et densité spectrale de puissance, mais aussi connaître le fonctionnement du modulateur et du démodulateur EQ, ainsi que la numérisation. Voici comment se présente la maquette en TP. Nous avons un premier PC avec Simulink qui va générer des échantillons I plus JQ correspondant au signal modulé QPSK. Ces échantillons vont être envoyés via le câble USB jusqu'à la SDR Adam Pluto. Cette SDR comprend un modulateur IQ, la D9363, qui va donc émettre le signal modulé QPSK. Ce signal va être reçu par un second boîtier Adam Pluto qui comprend le démodulateur EQ. Celui-ci va renvoyer les échantillons I plus JQ reçus à un second PC sur lequel est démarré Simulink, et Simulink va traiter ces échantillons pour décoder le message reçu. Voici l'architecture de l'émetteur QPSK sous Simulink. Cet émetteur comprend 4 parties. Une première partie est la constitution de la trame. La deuxième partie est la modulation QPSK qui consiste à effectuer un mapping des bits vers les symboles complexes QPSK. Le troisième bloc est un filtre de mise en forme qui permet de mettre en forme le signal numérique en vue de sa conversion numérique analogique. Ici, on va se contenter de répéter un certain nombre de fois, 8 en l'occurrence, les échantillons I plus JQ générés par le modulateur. Enfin, le dernier bloc est la SDR Adam Pluto, sur lequel on configurera la fréquence d'émission et la vitesse d'envoi des échantillons I plus JQ à la SDR. En ce qui concerne la constitution de la trame, celle-ci va comporter 4 parties. La première partie est le préambule qui permettra au récepteur de reconnaître le début de la trame. Ce préambule est un préambule de Barker sur 13 bits, qu'on va doubler, soit 26 bits, pour avoir 13 symboles QPSK. Alors, c'est ce qu'on voit ici, affiché à l'oscilloscope. Sur le début de la trame, on voit les 2 séquences de Barker. Ensuite, on mettra 8 bits à 0 pour repérer ces 8 bits facilement dans les données reçues en réception. Ensuite, on mettra un message sur 3 octets, soit 24 bits, qui sera IUT, qu'on décodera en réception. C'est ce qu'on voit ici, sur l'oscilloscope, juste après les 8 bits à 0. Enfin, on mettra 4038 bits aléatoires, ce qui permettra d'avoir un spectre continu et de visualiser ce spectre sur un analyseur de spectre à balayage. L'ensemble de ces bits seront concaténés pour former une trame de 4096 bits. Le modulateur QPSK en bande de base consiste à effectuer un mapping des bits vers les symboles QPSK suivant le diagramme de constellation de la modulation. Ce diagramme est donné ici. Les valeurs possibles pour I ou Q sont plus ou moins 0,7 volts. On voit sur le diagramme du bas de l'oscilloscope les valeurs de I et de Q. I est en jaune et Q est en bleu. Donc ici, sur cet échantillon, on a 0,7, moins 0,7 J. En sortie du bloc QPSK, on aura donc 4096 divisé par 2 égale 2048 symboles dans la trame. Ensuite, après le filtre de mise en forme, avec 8 échantillons par symbole, on aura 2048 fois 8 égale 16 384 échantillons. Les valeurs des principaux paramètres des différents blocs sont configurés dans le fichier d'initialisation Simulink. Le bitrate, le débit, vaut de 50 kilobits par seconde. Le nombre de bits par symbole est de 2 pour une modulation QPSK, ce qui fait un débit symbole rate de 50 divisé par 2 égale 25 kilosymboles par seconde. La valeur du facteur de suréchantillonnage sera de 8, c'est le blic de mise en forme qui effectue ce suréchantillonnage, et on aura donc une fréquence des échantillons égale au symbole rate fois le facteur de suréchantillonnage, c'est-à-dire 25 kilosymboles fois 8, 200 kiloéchantillons par seconde, qu'on vient configurer ici dans le bloc Adam Pluto. Enfin, les 3 caractères ASCII envoyés sont aussi définis dans la fonction d'initialisation. Ici, IUT, on pourra changer la valeur si nécessaire. L'architecture interne de l'AD9363 est rappelée sur ce schéma. En bas, on voit la partie émetteur. Après les convertisseurs
numérique analogique, DAC, Digital to Analog Converter, nous avons des filtres qui vont filtrer les signaux I et Q avant d'être translatés en fréquence par les mélangeurs. Ces filtres passe-bas filtrent entre 200 kHz et 56 MHz avec une fréquence de filtrage qui est égale à la fréquence des échantillons Fs qu'on a configuré sur le bloc ADAM plutôt divisé par 2. Ici, on a une fréquence Fs de 200 kg échantillons par seconde, soit Fs sur 2 égale 100 kHz, mais la fréquence minimale est de 200 kHz et on verra donc un filtrage à 200 kHz des échantillons I et Q. On peut visualiser la densité spectrale de puissance du signal émis à l'analyseur de spectre. Celui-ci a été configuré avec une fréquence centrale de 868 MHz. On voit que le signal n'est pas tout à fait centré par rapport aux 868 MHz. On rappelle que la précision en fréquence est de 25 ppm pour la DAM Pluto. On a configuré un span de 250 kHz, ce qui fait 25 kHz par carreau, et on retrouve donc bien la largeur du premier lobe, qui est de 2 R, soit 2 fois 25 kHz, 50 kHz, soit 2 carreaux. On voit aussi l'effet de filtrage des filtres après les convertisseurs numériques analogiques, qui filtrent à 200 kHz, soit 8 carreaux sur l'analyseur de spectre. Voici l'architecture du récepteur QPSK sur Simulink. Le premier bloc est le bloc ADAM Pluto, qui va donc effectuer avec le démodulateur IQ la translation de fréquences en bande de base down conversion. En sortie de ce bloc, on récupère donc les échantillons I plus JQ en bande de base. Le bloc ADAM Pluto comprend un contrôle automatique de gain qui est chargé de modifier le gain pour garder la valeur maximale des échantillons. En sortie de ce bloc, on a ensuite un gain qui permettra d'avoir des échantillons avec une valeur maximale de plus ou moins 0,7 volts, comme en émission. Les principales problématiques au niveau du récepteur sont des problématiques de synchronisation. La première problématique de synchronisation est celle de la synchronisation porteuse. En effet, la sinusoïde de l'émetteur et du récepteur à 868 MHz ne sont pas exactement à la même fréquence et ne sont pas en phase. On devra donc estimer cet écart en fréquence et cet écart en phase et le compenser. La deuxième problématique de synchronisation est celle de la synchronisation symbole. La fréquence de l'émetteur et du récepteur pour l'émission et la réception des échantillons I plus JQ n'est pas exactement la même. On devra donc de même estimer et compenser l'écart en fréquence entre l'émetteur et le récepteur. Enfin, la dernière problématique de synchronisation est la synchronisation tram. Le récepteur reçoit un flux d'échantillons I plus JQ, mais ne sait pas quand démarre la trame. Il faudra donc repérer dans ce flux d'échantillons la séquence de Barker pour repérer le début de la trame et pouvoir décoder correctement les données. Enfin, on pourra passer à la démodulation, c'est-à-dire le démapping des symboles vers les bits. On verra qu'il reste aussi une ambiguïté de phase à lever. Enfin, la dernière partie consistera à décoder les données et notamment à récupérer le message IUT. Le bloc ADAM Pluto effectue donc la translation de fréquence down conversion des 868 MHz vers la bande de base. On configurera donc la center frequency à 868 MHz, ce qui constituera la fréquence du signal sinusoïdal qui sera envoyé vers les mélangeurs. L'ADC 9363 permet d'avoir du contrôle automatique de gain avec plusieurs algorithmes possibles. Comme ici, on travaillera en envoi continu, on pourrait utiliser l'algorithme AGC Slow Attack. Le baseband sample rate constitue le débit d'émission des échantillons vers Simulink. L'émetteur transmet avec un débit symbole de 25 kS par seconde et on prendra un facteur de suréchantillonnage de 8 pour les différents algorithmes en réception, notamment le filtre adapté. Pour éviter le repliement de spectre, les signaux EIQ seront filtrés par les filtres anti-repliement avant les convertisseurs analogiques avec une fréquence de f-sample sur 2, soit 100 kHz. Pour éviter de faire appel trop souvent au moteur de calcul Simulink, on va travailler en mode frame, c'est-à-dire par groupe d'échantillons. On souhaite travailler sur une trame entière émise par l'émetteur, soit 2048 symboles. Cependant, on ne sait pas à quel endroit de cette trame va être le premier échantillon. On doit donc, pour être sûr d'avoir une trame complète, prendre deux trames entières émises par l'émetteur, soit 2048 x 2, 4096 symboles, avec le facteur de suréchantillonnage de 8, ça nous donne 32 768 échantillons. Alors on voit ici le diagramme de constellation des signaux I plus JQ avant la synchronisation porteuse. Le signal va donc être reçu au niveau de l'antenne de la DAM Pluto et démodulé
par le démodulateur EQ, mais avec une erreur en fréquence par rapport à celle de l'émetteur. On peut donc exprimer la composante en phase sur un temps symbole, IBB de t, par IBB de t sur TS est égal à AK, cos 2pi FPT plus φk, fois cos 2pi FP plus delta F, l'écart en fréquence, T. En résolvant cette équation, on obtient IBB de t sur TS égale 1/2 de AK cos 2pi delta FT plus φk, plus cos 2pi 2FP plus delta FT plus φk. Ce dernier terme sera supprimé par filtrage passe-bas puisqu'il va être centré autour de 2FP. On en déduit donc la valeur de l'échantillon I reçu sur un temps symbole, IKR sur TS, égale 1/2 de AK cos 2pi delta FT plus φk, de même pour la composante en quadrature, QR sur TS égale 1/2 de AK sinus 2pi delta FT plus φk. Les symboles I et Q ne sont donc plus constants à plus ou moins 0,7 sur un temps symbole, mais tournent sur un cercle, c'est ce qu'on constate ici sur le diagramme de constellation en réception. La synchronisation porteuse consiste à estimer l'écart en fréquence et en phase entre l'émetteur et le récepteur, et à venir compenser cet écart en fréquence. Dans la mesure où les blocs Adam-Pluto ont une précision de seulement 25 ppm, on décomposera cette fonction en deux parties. Une estimation grossière de la fréquence, puis un bloc qui fera l'estimation et la compensation en fréquence et en phase. Le premier bloc de synchronisation porteuse est un bloc de synchronisation grossière qui va effectuer un calcul de la FFT des signaux I plus GQ. Ces signaux sont normalement en bande de base et donc centrés autour de 0. Si la FFT est légèrement décalée, on va mesurer ce décalage en fréquence et venir le compenser avec un second bloc pour recentrer le signal autour de la fréquence nulle. On peut visualiser la FFT des signaux I plus JQ avant et après compensation en fréquence. On a sur la courbe en jaune avant la compensation, le signal n'est pas centré, et après la compensation, en bleu, on a recentré la transformée de Fourier du signal. On peut voir maintenant l'impact de cet algorithme sur le diagramme de constellation. On a mis ici un diagramme de constellation après l'algorithme de synchronisation grossier, et on voit que le diagramme de constellation tourne moins vite qu'avant l'algorithme de synchronisation grossier. Le dernier bloc de synchronisation porteuse va assurer la synchronisation en fréquence et en phase. On peut visualiser à la sortie de ce bloc le diagramme de constellation. Et on va voir ici que la constellation est stabilisée et que les 4 points de la constellation ne bougent plus. On a effectué la synchronisation porteuse. L'étape suivante consiste à effectuer la synchronisation symbole. En effet, la fréquence de l'émetteur et du récepteur, en ce qui concerne la fréquence d'émission à 25 kSymboles par seconde, n'est pas exactement la même. Les instants d'échantillonnage vont donc se décaler en réception si on n'effectue pas cette synchronisation. C'est ce qu'on voit ici sur le diagramme de constellation. Par exemple, si on passe du point -0,7 plus 0,7J au point 0,7 plus 0,7J, on va voir progressivement la valeur de I basculer de -0,7 à plus 0,7 et on va parcourir cet axe ici indiqué par la flèche. De même, si on passe du point 0,7 plus 0,7J au point -0,7 -0,7J, on va voir les valeurs de I et du Q passer progressivement de plus 0,7 à -0,7 et on va parcourir cet axe indiqué par la flèche. Si on affiche un grand nombre de points sur le diagramme de constellation, on verra tous ces axes parcourus en même temps comme c'est le cas ici. On peut maintenant vérifier l'impact du bloc de synchronisation symbole sur le diagramme de constellation, qui vient d'être affiché ici. Si le bloc de synchronisation symbole fonctionne, alors les points de la constellation ne doivent plus bouger, puisque les échantillons doivent rester au milieu du sens symbole. C'est ce qu'on vérifie ici sur le diagramme de constellation. Après avoir vu l'impact des algorithmes de synchronisation sur les diagrammes de constellation, on peut regarder l'impact de ces algorithmes sur les échantillons I plus JQ à l'aide d'un oscilloscope. On aura branché sur la première voie les échantillons I plus JQ en sortie de l'Adam-Pluto, puis après la synchronisation grossière, puis après la synchronisation fine, puis après le filtre adapté, puis après la synchronisation symbole. Comme l'affichage en temps réel sur un oscilloscope sous Simulink prend beaucoup de ressources, on a ici arrêté la simulation et fait un zoom sur les échantillons. On voit sur la première voie les échantillons I en sortie du bloc Adam-Pluto. On voit très bien l'effet du contrôle automatique de gain qui maintient à peu près l'enveloppe des échantillons à plus ou moins 0,7 volts.
On voit aussi l'effet de l'écart en fréquence avec une modulation sinusoïdale de l'amplitude des échantillons. La deuxième voie représente les échantillons I en sortie de la synchronisation grossière. On voit que l'effet de l'impact de la modulation sinusoïdale sur les échantillons a été atténué dû à l'erreur en fréquence, mais il reste une petite erreur en fréquence. La troisième voie représente les échantillons I après la synchronisation en fréquence et en phase, et on voit ici que les échantillons sont soit à 0,7, soit à moins 0,7 volts, même s'il reste un peu de bruit blanc sur les échantillons. La dernière voie représente les échantillons après le filtre adapté. En jaune, on voit l'effet de sommation sur 8 échantillons. Très bien l'effet de sommation ici. Et enfin, en bleu, nous avons le downsampling et les échantillons après la synchronisation symbole, où on vient garder un échantillon sur 8 au milieu du temps symbole, comme on le voit ici. Après avoir effectué la synchronisation porteuse et la synchronisation des symboles, on va effectuer la synchronisation trame. Celle-ci consiste à repérer dans le flux des échantillons qui arrivent de la dame plus tôt la séquence de 13 symboles de marqueur qui est le préambule et qui marque le début de la trame. Comme on l'a dit pour le filtre adapté, l'opération mathématique qui permet de voir la similitude de deux signaux décalés est l'opération de cross-corrélation. Ici, on va donc effectuer une cross-corrélation entre la trame Simulink XN qui comprend 4096 échantillons I plus JQ et la séquence de Barker qui comprend 13 échantillons I plus JQ. Dans la mesure où les échantillons peuvent prendre seulement 4 valeurs, plus ou moins 0,7, plus ou moins 0,7 J, le produit d'un échantillon de XN par un échantillon conjugué de Y de N peuvent prendre 4 valeurs, plus ou moins 0,98 ou plus ou moins J0,98. Par exemple, si on a P1 fois P1 conjugué, on aura 0,7 plus J0,7 fois 0,7 moins J0,7, qui va être égal à 0,7 carré moins J0,7 carré plus J0,7 carré moins J carré 0,7 carré, ce qui va faire 2 fois 0,7 carré, soit 0,98. La cross-corrélation va donc être la somme du produit des échantillons conjugués. Par exemple, si on fait une cross-corrélation avec une séquence YN sur 3 échantillons, comme c'est indiqué ici dans le schéma, en fonction de la position des échantillons XN, on aura différentes valeurs. Cette valeur sera maximale quand les échantillons sont les mêmes. Par exemple, ici, quand la séquence sur 3 échantillons est décalée d'une position de 6, alors les échantillons sont les mêmes et on aura un résultat de la cross-corrélation qui vaudra 3 fois 0,98. Pour une séquence de Barker sur 13 symboles, on aura donc 13 fois 0,98, ce qui fera à peu près 12,74. On a branché en sortie du bloc de cross-corrélation le préambule détecteur, un oscilloscope qui permet de regarder le résultat de la cross-corrélation. La trame Simulink comprenant 4096 échantillons, soit 2 trames envoyées par l'émetteur, on observe bien 2 pics qui correspondent aux 2 séquences de Barker. Ces pics valent bien à peu près 12,74. On doit configurer un seuil au-delà duquel on considère qu'on a bien détecté le préambule. Dans la mesure où la valeur est de 12,74, on peut prendre un seuil aux alentours de 11. Si le bloc détecte une valeur de cross-corrélation supérieure à 11, il considérera qu'il s'agit du préambule et renverra l'index, la position à laquelle se trouve ce préambule. Sur le bloc préambule détecteur, on configure donc la séquence de Barker, les 13 symboles à trouver, et le seuil à partir duquel on considère qu'on a trouvé cette séquence de Barker. Le bloc nous renvoie un index qui nous indique à quelle position on a trouvé le préambule, et le bloc frame synchroniseur va supprimer tous les premiers bits de la trame et ne garder que les 2048 symboles suivants, ce qui correspond à une trame entière émise par l'émetteur. On a maintenant récupéré une trame entière émise par l'émetteur. Cependant, le bloc de synchronisation de la porteuse produit une ambiguïté de phase, c'est-à-dire que la constellation peut être en phase, déphasée de pi sur 2, déphasée de pi ou déphasée de 3 pi sur 2 pour une modulation QPSK. Si la constellation est déphasée de pi sur 2, on aura donc alors la nouvelle constellation suivante. Il faut donc lever cette ambiguïté de phase avant de procéder à la démodulation des données. Pour cela, on va comparer les 13 premiers symboles reçus avec les 13 symboles de Barker. Si on appelle SB le symbole complexe de Barker, avec SB égale AK exponentielle J phi k,
et SR le symbole reçu, avec une ambiguïté de phase phi à MB, qui vaut soit 0, soit pi sur 2, soit pi, soit 3 pi sur 2, SR est égal à AK exponentielle J phi K plus J phi MB. Alors, le produit de SB conjugué fois SR va être égal à AK carré exponentielle J phi MB. En prenant l'angle de cette expression, on obtient donc l'ambiguïté de phase qu'on pourra alors compenser. L'architecture du bloc pour lever l'ambiguïté de phase est donc le suivant. On vient tout d'abord créer nos séquences de Barker avec les 13 symboles de Barker. On vient ensuite en prendre le conjugué. On vient sélectionner dans la trame reçue les 13 premiers symboles reçus et on vient ensuite multiplier ces symboles de Barker avec les symboles reçus. Après avoir fait la moyenne sur les 13 symboles, on vient regarder l'angle pour en déduire l'ambiguïté de phase. On vient ensuite arrondir cette ambiguïté de phase, soit 0, soit pi sur 2, soit pi, soit 3 pi sur 2. Et on vient compenser donc l'ambiguïté de phase sur les données, puis on démodule les données en passant des symboles I plus JQ au bit. On peut maintenant passer à l'affichage des données et au décodage du message ASCII. On vient avec ce premier bloc sélecteur sélectionner les 128 premiers bits de la trame qu'on affichera dans un oscilloscope. Là, avec le deuxième bloc sélecteur, on vient sélectionner les 3 octets du message ASCII qu'on vient convertir en une chaîne de caractères qu'on affichera dans le dernier bloc. Je vais maintenant lancer la simulation et regarder les données reçues. On voit ici les données reçues sur l'oscilloscope. On reconnaît au début de la trame les 2 mots de 13 bits de Barker, le préambule qui permettent de reconnaître le début de la trame, puis les 8 bits à 0, puis je vais avoir mes 3 octets représentant le message ASCII IUT. Enfin, la trame se termine par des bits aléatoires. Si je regarde maintenant le message ASCII qui a été décodé, je vois bien ici que j'ai bien récupéré le message IUT. Je peux changer le message envoyé par l'émetteur et regarder en temps réel la modification du message.